Artemis II est rentré à bon port grâce à une prière et à un bouclier thermique défectueux. Le soir du 10 avril 2026, 4 êtres humains ont chuté à travers l'atmosphère à près de 40 000 km/h, entourés de plasma suffisamment chaud pour faire fondre l'acier, sans aucun moyen de communiquer avec qui que ce soit au sol, protégés par un bouclier thermique dont la NASA savait déjà qu'il était défectueux. Pas cassé en théorie, cassé en pratique. Il avait déjà été testé une fois sur un vol sans équipage et était revenu avec des morceaux manquants. Plus de 100 endroits où le matériau s'est fissuré, fracturé et a été projeté en fragments au lieu de fondre comme prévu. Et la NASA y a quand même attaché 4 personnes. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen. 3 Américains et un Canadien, enfermés dans une capsule baptisée Integrity, vont découvrir si ce nom est mérité ou ironique. Pour comprendre pourquoi ces minutes au-dessus de l'océan Pacifique ont été les plus dangereuses qu'un astronaute ait vécues depuis des décennies, il faut comprendre ce qui s'est mal passé 3 ans et demi plus tôt, lors d'un vol sans équipage à bord. En décembre 2022, la NASA a lancé Artemis 1. Pas d'astronaute, juste le vaisseau spatial Orion pour un vol d'essai autour de la Lune et retour. Le vol s'est bien déroulé. Orion a fait le tour de la Lune, a pris de magnifiques photos, puis est revenu vers la Terre à toute vitesse, comme prévu. La rentrée semblait propre. La capsule a améri dans le Pacifique, au large des côtes de Basse-Californie, et des équipes l'ont repêché. Mission accomplie. Puis ils l'ont retourné et ont regardé le dessous. Le bouclier thermique, un disque de 5 mètres de large fabriqué dans un matériau appelé AVOT, était censé s'être carbonisé uniformément lors de la rentrée atmosphérique. C'est le rôle des boucliers ablatifs. Ils absorbent la chaleur en se consumant de manière contrôlée et prévisible, couche par couche, comme une bougie qui fond de l'extérieur vers l'intérieur. Le bouclier d'Orion, lui, ne s'était pas comporté ainsi. Au lieu de cela, des morceaux de la couche de charbon extérieure s'étaient fissurés et avaient été arrachés par le vent. Non pas de petits éclats, mais des fragments suffisamment gros pour que le bureau de l'inspecteur général de la NASA les décrive comme créant une traînée de débris derrière le vaisseau spatial. Les ingénieurs ont constaté des dommages à plus de 100 endroits sur toute la surface du bouclier. S'il y avait eu des astronautes à l'intérieur, ils auraient probablement survécu. La structure interne de la capsule a probablement tenu le coup. La température à l'intérieur était restée aux alentours de 24 degrés Celsius, et le bouclier, bien qu'ayant l'air d'avoir été attaqué, a techniquement protégé le véhicule. Le mot « techniquement » joue un rôle important dans cette phrase. La NASA a lancé une enquête sur une centaine de tests effectués dans des installations à travers le pays. Essai de l'ArcJet au centre de recherche Ames en Californie. Essai laser en soufflerie hypersonique. Les ingénieurs ont prélevé environ 200 échantillons d'AFCO sur le bouclier récupéré et les ont envoyés au centre de vol spatial Marshall en Alabama pour analyse. L'enquête s'est prolongée pendant près de 2 ans. En décembre 2024, ils ont finalement publié la cause profonde. Le revêtement à coat n'était pas assez poreux. Lors de la rentrée atmosphérique, le matériau s'échauffe et subit un processus appelé pyrolyse, essentiellement une combustion sans oxygène, qui génère du gaz à l'intérieur du bouclier. Sur un écran thermique correctement perméable, ces gaz s'infiltrent vers l'extérieur à travers la couche extérieure carbonisée et se dissipent sans danger. À bord d'Artemis 1, ils n'ont pas pu s'échapper. La couche de charbon extérieur s'est scellée trop hermétiquement, emprisonnant le gaz en dessous. La pression s'est accumulée, des fissures se sont formées, et lorsque la capsule a replongé dans l'atmosphère pour la deuxième phase de sa rentrée atmosphérique, ces poches de pression ont explosé vers l'extérieur, arrachant des morceaux de la couche carbonisée comme des ampoules qui éclatent sur une peau brûlée par le soleil. L'ironie, c'est que les ingénieurs d'Apollo connaissaient précisément ce problème un demi-siècle auparavant. La formulation originale d'AFCO, utilisée sur les modules de commande Apollo, a été conçue en tenant compte de la perméabilité. Les capsules Apollo utilisaient des trajectoires de rentrée atmosphérique à trajectoire coupée et n'ont jamais eu de problème de bouclier thermique. La version Artemis d'AFCO a été légèrement reformulée
Et personne ne s'est aperçu que ce changement avait réduit sa capacité à respirer jusqu'à ce que des morceaux du bouclier flottent dans l'océan Pacifique. Cette découverte a engendré un problème sans solution simple. La NASA a commandé un bouclier thermique repensé et plus perméable pour les futures missions Artemis, à commencer par Artemis 3. La solution pour Artemis 2 était une toute autre affaire. Au moment où la capsule Artemis 1 a améri et que les ingénieurs ont commencé à découper son bouclier, le bouclier thermique d'Artemis 2 était déjà construit et boulonné sur le vaisseau spatial. Son remplacement entraînerait des années de retard supplémentaires pour un programme qui accusait déjà un retard de 5 ans. Le bouclier d'Artemis 2 était en réalité moins perméable que celui qui avait cédé sur Artemis 1, car la NASA l'avait délibérément rendu plus dense afin de tester la résistance de la liaison entre le bouclier et la coque d'Orion. Ils ont donc pris une décision. Pilotez-le tel quel. Le raisonnement était le suivant. Les dommages subis par Artemis 1 ont été causés spécifiquement par le profil de rentrée atmosphérique en rafale. La technique selon laquelle la capsule pénètre dans l'atmosphère, rebondit, puis replonge. Lors de ce rebond, la couche de charbon extérieure s'est refroidie et scellée, tandis que les couches intérieures sont restées brûlantes, piégeant le gaz sans possibilité de s'échapper. S'ils modifièrent la trajectoire de rentrée atmosphérique afin de maintenir le bouclier thermique à une température élevée et continuent tout au long de la descente, la couche de carbone externe resterait perméable et les gaz s'évacueraient normalement. Au lieu de ricocher comme une pierre sur l'eau, Artemis 2 emprunterait un chemin plus raide et plus direct, une trajectoire plus directe plutôt qu'un saut. Entrez vite, entrez à fond, et ne laissez pas le temps au bouclier de se refermer. L'ancien astronaute Charles Kamada a publiquement exprimé son désaccord. Kamada, expert en bouclier thermique et membre du premier équipage de navette spatiale à voler après la catastrophe de Columbia, estimait la probabilité d'une défaillance catastrophique à 1 sur 20, une chance de succès de 95%. Cela semble rassurant, jusqu'à ce qu'on se rappelle que le seuil de sécurité de la NASA concernant la perte d'équipage lors de la rentrée atmosphérique est censé être d'environ 1 sur 500. Kamada a comparé les outils analytiques utilisés par la NASA pour évaluer le bouclier aux mêmes défaillances institutionnelles qui ont conduit aux catastrophes de Challenger et de Columbia. Il a déclaré que l'agence n'avait pas entièrement modélisé la propagation possible des fissures selon la trajectoire modifiée et que la décision de voler était motivée par des contraintes de calendrier plutôt que par des certitudes techniques. Le fantôme qui planait sur toute la discussion, celui que personne à la NASA ne voulait invoquer, mais auquel tout le monde pensait, c'était la Colombie. Le 1er février 2003, la navette spatiale Columbia s'est désintégrée lors de sa rentrée atmosphérique lorsque de l'air surchauffé a pénétré une brèche dans son système de protection thermique causée par un morceau d'isolant en mousse qui avait heurté l'aile lors du lancement 16 jours plus tôt. Les 7 membres d'équipage sont décédés. L'impact de mousse avait été observé par les caméras de lancement. Des ingénieurs de la NASA l'avaient signalé. La direction a refusé de poursuivre l'enquête, en partant du principe que des impacts de mousse s'étaient déjà produits sur des vols précédents sans conséquences catastrophiques. La logique institutionnelle qui a coûté la vie à ces 7 astronautes était la suivante. Le système avait déjà fonctionné, donc il fonctionnerait probablement à nouveau. 23 ans plus tard, la NASA demandait à l'équipage d'Artemis 2 de faire confiance à un bouclier thermique qui avait visiblement failli lors de son unique vol précédent. Les parallèles étaient tellement gênants que Kamada a nommément cité la Colombie dans ses critiques publiques. La NASA a fait marche arrière. Les ingénieurs ont effectué des simulations dans le pire des cas, où des blocs entiers d'Avcoat étaient arrachés lors de la descente, et ont constaté que la structure composite sous-jacente d'Orion, renforcée au titane, pouvait survivre même à ce scénario. Une équipe d'examen indépendante a analysé toutes les données des tests et a confirmé les conclusions de la NASA. Le commandant Reed Wiseman a déclaré aux journalistes qu'il avait assisté aux réunions d'ingénierie, qu'il avait examiné lui-même les données et qu'il était satisfait. Si nous respectons la nouvelle trajectoire de rentrée atmosphérique prévue par la NASA, a-t-il déclaré, alors ce bouclier thermique pourra être utilisé en toute sécurité.
Le 1er avril 2026, à 18h35, la fusée Space Launch System de la NASA décolle du pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy, emportant les 4 astronautes pour le premier vol rudimentaire vers la Lune, depuis Apollo 17 en décembre 1972. 53 ans, soit plus d'un demi-siècle, depuis qu'un être humain a quitté l'orbite terrestre basse. La fusée a fonctionné. Le vaisseau spatial a fonctionné. La manœuvre d'injection translunaire, une allumage de 6 minutes du moteur principal d'Orion, a propulsé l'équipage hors de l'orbite terrestre et sur une trajectoire vers la Lune. Pendant les jours suivants, l'équipage a testé les systèmes d'Orion dans l'espace lointain, vérifié le système de survie, exécuté des procédures de navigation, pratiqué le pilotage manuel et mangé des macaronis au fromage réhydraté en sachet. Le 6 avril, ils ont survolé la Lune. Ils ont établi un nouveau record de distance parcouru par un être humain depuis la Terre, soit 252 760 miles, dépassant ainsi Apollo 13 de plus de 4000 miles. Ils ont été témoins d'une éclipse solaire derrière la Lune, que Glover qualifiera plus tard de la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Ils ont baptisé un cratère du nom de Carol, la défunte épouse de Wiseman. Dans un moment qui a fait pleurer tout l'équipage en direct à la télévision, ils ont passé une semaine et demie à tester chaque système d'un vaisseau spatial qui n'avait jamais transporté d'êtres humains auparavant. Et de l'avis général, Orion a réalisé une performance magnifique. Tout cela n'avait aucune importance s'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Le soir du 10 avril, l'équipage d'Artemis II retombait dans l'atmosphère. À 19h33, heure de l'Est, le module d'équipage s'est séparé du module de service de construction européenne. Le module de service, qui avait alimenté Orion pendant tout le voyage, allait se consumer au-dessus du Pacifique. Ce n'était plus nécessaire. Orion était seul. Une impulsion de 18 secondes des propulseurs d'Orion a aligné le bouclier thermique avec la planète située en dessous. Désormais, seule la géométrie comptait. L'angle d'attaque devait être précis. Une pente trop raide et la capsule décélérerait trop violemment, soumettant l'équipage à des forces susceptibles de provoquer des pertes de connaissance, voire pire. Trop peu profonde, et elle ricocherait sur l'atmosphère comme une pierre sur un lac, et retournerait dans le vide sans aucun moyen de revenir. À 7h53, Orion a franchi l'interface d'entrée de 400 000 pieds. La capsule voyageait à près de 35 fois la vitesse du son, soit environ 24 651 mph, à environ 130 mph du record absolu établi par Apollo 10 en 1969. L'atmosphère, ténue comme un murmure à cette altitude, commençait à se faire sentir. En quelques secondes, les molécules d'air s'accumulant contre le bouclier thermique se comprimèrent et se surchauffèrent pour former du plasma. La capsule a disparu à l'intérieur d'une gaine de gaz ionisé qui brillait à près de 5000 km, soit la moitié de la température de la surface du Soleil. Par les fenêtres, l'équipage a vu le monde s'embraser. Si vous avez déjà vu des images de rentrée atmosphérique, vous savez à quoi cela ressemble de l'extérieur. Une traînée de lumière blanche et orange traversant le ciel comme une météorite au ralenti. De l'intérieur, on dirait que les vitres fondent. 1 minute et 22 secondes après l'entrée dans l'interface, le bouclier a atteint sa température maximale. C'était le moment. Le réacteur AFCO était censé se carboniser uniformément, dissipant la chaleur couche par couche, ces gaz s'évacuant vers l'extérieur à travers une croûte extérieure perméable. Si ce n'était pas le cas, si la couche de carbone se scellait, si des poches de pression se formaient comme sur Artemis 1, l'équipage ne pouvait absolument rien y faire. Il n'y a pas de système d'évacuation lors de la rentrée atmosphérique, pas d'annulation de mission, pas de bouton d'éjection, pas de bouclier de secours. La NASA intègre des systèmes redondants dans presque tous ses engins amphibies, sauf dans le bouclier thermique. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et l'équipage était même incapable de décrire au centre de contrôle ce qu'il voyait. Le plasma entourant la capsule n'était pas seulement chaud, il était chargé électriquement et bloquait les signaux radio de la même manière qu'un mur de parasites étouffe une conversation. Les communications ont été interrompues. Une panne d'électricité planifiée, oui. Attendue, oui. Prise en compte dans toutes les simulations. Cela ne rend pas la chose moins terrifiante lorsqu'elle vous arrive à vous. Pendant 6 minutes, Wiseman, Glover,
Koch et Hansen furent les personnes les plus seules du système solaire, tombant à travers les flammes à une force 4 fois supérieure à celle de la gravité, sans que personne au sol ne puisse les entendre, voir leurs données télémétriques ou les aider en cas de problème. Au centre de contrôle des missions à Houston, le directeur de vol Jeff Rattigan et son équipe restèrent silencieux. Rattigan l'avait décrit auparavant avec cette litote dont les astronautes et les contrôleurs aériens sont passés maîtres. Nous allons simplement réfléchir pour rester calmes, en attendant le rétablissement du signal. Réfléchissez à ce que cela signifie. Une salle remplie des ingénieurs aérospatiaux les plus compétents de la planète. Des personnes qui se sont entraînées pendant des années pour ce moment précis. Fixez des écrans qui ne montrent rien. Écoutez des haut-parleurs qui ne diffusent aucun son, sachant que 4 de leurs collègues sont à l'intérieur d'une capsule en feu pute avec un blindage défectueux et que la prochaine voix qu'ils entendront confirmera soit que tout a fonctionné, soit que non. Et il n'y a pas de troisième option. Pendant 6 minutes, l'équipage a ressenti une décélération maximale de 3,9 grammes. Près de 4 fois leur poids corporel les plaquant sur leur siège. À ce niveau, la respiration devient délibérée. Vous devez consciemment faire entrer de l'air dans vos poumons contre la force qui tente d'aplatir votre cage thoracique. Votre vision se rétrécit. Chacun de vos bras pèse 40 livres. Si l'orientation de la capsule se dérègle et qu'elle se met à tourner sur elle-même, vous ne pourrez physiquement plus atteindre les commandes. La capsule elle-même tremble. Pas en douceur. Le véhicule tout entier vibre sous l'effet de l'air surchauffé qui le frappe de toutes parts. À travers les vitres, si vous parvenez à tourner suffisamment la tête pour regarder, vous ne voyez rien d'autre que du plasma orange et blanc. Ni étoile, ni terre, ni ciel, juste du feu. L'astronaute à la retraite Butch Wilmore, qui a déjà vécu la rentrée atmosphérique lors de missions précédentes, a décrit la panne de courant comme le sentiment de solitude le plus intense ressenti en vol spatial. « Tu sais que la panne de courant arrive », a-t-il dit. Mais le savoir n'est d'aucune utilité. Vous êtes toujours à l'intérieur d'une machine en feu, sans radio ni option, à compter les secondes, jusqu'à ce que le plasma se dissipe et que le signal revienne. Puis, juste avant 8h, une voix a crépité à travers les parasites. « Houston, Integrity, nous vous avons bien compris. » Reed Wiseman, calme et imperturbable, comme s'il revenait tout juste de relever son courrier. Le bouclier a tenu bon. La trajectoire modifiée a fonctionné. Le chauffage continu a maintenu l'avatode perméable. Les gaz se sont évacués et la couche de charbon s'est érodée comme prévu, lentement et de façon prévisible, sans se fissurer, sans se fracturer, sans projeter de morceaux d'elle-même dans le sillage hypersonique. 2 ans et demi d'analyse technique et 100 tests réalisés à travers le pays avaient donc permis d'obtenir la bonne réponse. Le scénario 1 sur 20 du commandant ne s'est pas concrétisé. Le pari a été gagnant. Ce qui suivit se déroula rapidement. À 22 000 pieds, 2 parachutes de freinage se sont déployés, réduisant la vitesse d'Orion de plusieurs milliers de kilomètres à environ 307. 1 minute plus tard, à 6 000 pieds, 3 énormes parachutes principaux se sont ouverts. Chacune d'elles, de la taille d'un terrain de football, ramène la capsule à une vitesse modérée de 17 miles mph. À 20h07, à l'heure de l'Est, Orion a améri dans l'océan Pacifique, au large de San Diego, avec ce que le commentateur de la NASA a qualifié d'amérissage parfait. L'ensemble de la rentrée atmosphérique, de l'interface d'entrée à l'amérissage, a duré 13 minutes. La panne de courant a duré 6 de ces 6 jours. La phase de chauffage maximale, ces 4 minutes où le bouclier était soumis à une contrainte maximale et où l'équipage était complètement seul, restera gravée dans les mémoires, bien après que les rapports techniques auront été archivés et les conférences de presse oubliées. Car ce dont personne ne parle assez, c'est ce que ces 4 personnes ont emporté avec elles dans cette capsule. Pas seulement les données de vol, les listes de contrôle et les procédures répétées 1000 fois. Ils transportaient quelque chose de plus lourd que tout cela. Reed Wiseman portait 2 filles qui avaient déjà perdu leur mère. Avant le lancement, il avait publié un selfie avec Katie et Ellie et avait écrit « J'aime ces 2 femmes
Et je monte à bord de cette fusée, un père très fier. 6 ans plus tôt, son épouse Carol avait reçu un diagnostic de cancer. Elle lui a dit de ne pas quitter la NASA, de ne pas rapprocher sa famille, de leurs proches, rester dans l'est du pays. Elle a dit « C'est là que tu travailles, et tu aimes ton travail. Nous ne devrions pas renoncer à cela pour ça. » Elle est décédée en mai 2020, à l'âge de 46 ans. Il a élevé les filles seul, s'est entraîné pour la mission la plus dangereuse de toute une génération, puis était resté assis pendant 6 minutes à l'intérieur d'une capsule en feu, sans aucun moyen d'appeler chez lui, sachant que si les calculs étaient erronés, ses filles perdraient aussi leurs derniers parents. 4 jours plus tôt, à 406 000 km de la Terre, plus loin que n'importe quel être humain n'avait jamais voyagé, l'équipage avait contemplé, à travers les hublots d'Orion, des cratères qu'aucun œil humain n'avait jamais vus. La voix brisée par l'émotion, Jeremy Hansen a annoncé à Houston que l'équipe voulait appeler l'une d'entre elles Carol. Il l'appelait une tache lumineuse sur la Lune, visible depuis la Terre à certains moments du cycle lunaire. L'équipage s'est enlacé et a flotté en silence, tandis que le centre de contrôle restait muet pendant 45 secondes. Victor Glover, pilote de la mission et premier astronaute noir à avoir volé au-delà de l'orbite terrestre basse, a qualifié l'éclipse solaire qu'ils ont observée depuis la Lune de l'un des plus beaux cadeaux de la mission. Christina Koch, qui détenait déjà le record du plus long vol spatial continu effectué par une femme, a décrit la face cachée de la Lune comme quelque chose qui défiait les simulations qu'ils avaient étudiées pendant des années. Et Hansen, le colonel de l'armée de l'air canadienne, devenu le premier non-américain à voler au-delà de l'orbite terrestre basse, a profité de ce record de distance pour lancer un défi. Nous avons choisi ce moment pour interpeller cette génération, et la suivante, pour s'assurer que ce record ne perdure pas. Ils sont revenus en traversant les flammes avec un bouclier thermique que tout le monde s'accordait à qualifier d'imparfait. Certains l'ont jugé suffisamment sûr. Certains l'ont qualifié d'imprudent. L'équipage a mis en garde contre l'intégrité de son vaisseau spatial et a procédé au vol malgré tout. Lorsque les parachutes se sont ouverts et que la capsule a dérivé vers le Pacifique sous 3 énormes canopées, l'équipage de l'ISS a observé la scène depuis l'orbite et l'astronaute Jessica Meir a partagé une photographie de la traînée de rentrée atmosphérique sillonnant l'atmosphère en dessous d'eux. Les équipes de récupération de l'USS John P. Murter se sont approchées de la capsule qui flottait à bord de bateaux pneumatiques. Les courants océaniques ont ralenti la mise en place du radeau gonflable qu'ils appellent le Porsche avant, la plateforme qui servirait de pont entre la capsule et les hélicoptères, attendant de transporter l'équipage jusqu'au navire. Des plongeurs sont entrés dans la capsule pour examiner les astronautes et effectuer les premiers examens médicaux. Tous les 4 étaient en bonne forme. Le médecin sous-marin l'a confirmé. Un à un, les astronautes sont sortis par l'écoutille qu'ils avaient utilisée pour la dernière fois il y a 10 jours, et près de 700 000 mètres. Les rois mages sortirent en dernier, montèrent sur le radeau et levèrent les yeux vers le ciel qu'ils avaient traversé, en tombant quelques minutes plus tôt. Nikki Fox, administratrice adjointe de la NASA pour les sciences, a qualifié la rentrée atmosphérique de parfaite. Le commentateur Rob Nias, qui narrait les missions de la NASA depuis des décennies, a finalement laissé tomber. C'est une descente parfaite pour Integrity. L'équipage à bord semblait en pleine forme et de bonne humeur. La NASA inspectera le bouclier thermique d'Artemis II dans les prochaines semaines. Ils compareront les motifs carbonisés à leur modèle, mesureront l'érosion et détermineront si la trajectoire modifiée a fonctionné comme prévu ou s'ils ont eu de la chance. Pour Artemis III, une visière repensée offrant une meilleure perméabilité est déjà en production. Le pari que la NASA a fait sur Artemis II n'aura pas besoin d'être refait. 13 minutes de l'atmosphère à l'océan, 6 minutes de silence, 4 minutes de chauffage maximal où tout devait tenir. Et c'est ce qui s'est passé. 4 astronautes sont montés dans une capsule dont le plancher était connu, ont fait confiance aux ingénieurs qui disaient le comprendre et ont chevauché une boule de feu contrôlée jusqu'à la surface de l'océan Pacifique, à près de 5 fois la vitesse d'une balle de fusil. Nous les avons envoyés sur la Lune parce que nous le pouvions. Nous les avons ramenés à la maison parce que le bouclier a tenu bon. Et quelque part sur la face visible de la surface lunaire,
il y a un petit cratère brillant qui n'a pas encore de nom officiel. L'équipage l'appelle Carol. Si vous savez où regarder, vous pouvez l'apercevoir depuis votre jardin, pendant certaines phases du cycle lunaire. Un petit point lumineux à la frontière, entre la face de la Lune que nous connaissons et celle que nous commençons à peine à explorer. Ça me semble correct, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine.